Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, je vous amène dans l'univers horrifiant des contrées de l'horreur, justement. C'est un jeu qui s'appelle Cthulhu Death May Die. Cthulhu Death May Die, c'est un jeu coopératif qui va se jouer de 1 à 5 joueurs. C'est développé par Command Games ou Simon Games, c'est comme vous voulez. C'est développé par Rob Daviau et Eric Lang. Les parties vont jouer environ entre 60 et 90 minutes. Dans ce jeu-là, dans le fond, on est dans les années 20-30, dans l'univers Lovecraftien, avec des gros monstres tentaculaires. Il y a des cultistes qui veulent faire un rituel pour invoquer un des grands anciens Cthulhu, le roi en jaune, Yog-Sothoth, ainsi de suite. On doit interrompre ce rituel-là et vaincre le grand ancien. Fait que c'est un jeu où il y a beaucoup de dés. C'est un jeu où on va prendre des séries d'actions. C'est un jeu à scénario. Lui, il a la particularité que un scénario rentre dans une petite boîte avec ses jetons, ses cartes. On va choisir un scénario, on va choisir quel monstre on va affronter, quel grand ancien. Il y en a 2 qui viennent dans la boîte de base. On va mixer ça ensemble pour en faire une partie. Ça semble intéressant. Est-ce que ce l'est? Je vous montre comment on installe ça, je vous explique comment ça marche et je reviens à la fin pour vous dire ce que j'en pense. Donc, si on commence par le début, la première étape, c'est évidemment la mise en place. Dans Cthulhu, dans Death May Die, comme je l'ai dit, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va avoir à se choisir quel scénario on veut faire. Dans mon exemple, ici, on va bâtir ce scénario-là. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'une boîte de scénario? Bien, on a tout ceci. On va avoir une carte de scénario qui est recto verso. On va avoir une carte de monstre qui nous indique quel monstre on va avoir dans ce scénario-là. On va avoir une série de cartes mythos, des jetons spécifiques à ce scénario et un paquet de cartes de découverte. Là, vous voyez, j'ai déjà fait la mise en place. Les 2 cartes principales qui viennent de ce scénario-là, c'est ces 2 cartes-là. On a des cartes de monstres qu'on va aller placer, puis le scénario va nous indiquer où il commence sur le plateau. Et on a notre carte de scénario en tant que telle. On va avoir des actions particulières sur ce scénario-là. On va avoir ici la règle de comment on fait pour briser le rituel, interrompre le rituel. Puis qu'est-ce qui se passe quand le grand ancien avance. On a un petit peu de narration ici. Et surtout, de l'autre côté, on va avoir la mise en place du plateau. Fait quelle tuile aller chercher. Toutes les tuiles du jeu sont numérotées. Comment on va monter. Là, on voit ici qu'on a deux maps en parallèle, une à côté de l'autre. On a à quel endroit les monstres vont commencer, les jetons de départ, tout ça. Et ça va ressembler un petit peu à ceci. Fait quel type de jetons on a? On va avoir des portails qui viennent en 3 couleurs, bleu, rouge et jaune. On peut avoir des escaliers qui se relient entre eux. Fait que pour passer d'une map à l'autre, il va falloir que je passe par les escaliers qui sont ici. Le scénario peut me donner des jetons particuliers. Dans ce cas-ci, le scénario nous amène les jetons laboratoires qui sont comme ceux ici, qui ont rapport avec l'objectif du scénario. Et le scénario nous demande aussi d'utiliser des pions feu qui sont spécifiques. Puis encore une fois, j'insiste, ces jetons-là sont dans la boîte spécifiquement pour ce scénario-là. Ça veut dire que si je prends un autre scénario, ben, je vais avoir une série de jetons différents qui viennent spécifiquement avec ce scénario-là. La carte de monstre aussi, ça va être des monstres différents qui vont venir pour ce scénario-là. Dans mon cas, ça ressemble à ceci. J'avais dit aussi que mon scénario vient avec un deck de cartes mythos. Pour l'instant, on va le mettre de côté. Où est-ce qu'on va mettre nos 2 grandes cartes dont j'ai déjà parlé? Bien, on va avoir une espèce de fiche comme ça. Là, pour des raisons d'espace, je ne peux pas vous la montrer en même temps. Vous voyez que c'est une fiche qui prend beaucoup d'espace. Sur cette fiche-là, on a 2 endroits pour mettre nos cartes pour toujours s'en rappeler. Fait qu'on va avoir un endroit pour mettre nos cartes de monstres. Fait qu'on va bien pouvoir voir leurs caractéristiques, se rappeler ils ont combien de points de vie et tout ça pendant la partie. On le met évidemment sur le côté du plateau. Puis on va mettre notre carte de scénario. Une fois qu'on l'a installé, on n'aura plus besoin du côté map. Fait qu'on va pouvoir mettre notre carte de scénario là. Deuxième élément qu'on va avoir choisi, c'est notre boîte de monstres. Moi, pour des raisons évidentes, j'ai choisi Cthulhu. Dans la première boîte, dans la boîte de base, on a aussi Astur qui vient dans la boîte de base, le fameux roi en jaune. Moi, j'ai choisi d'installer Cthulhu. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'une boîte de monstres? On va avoir les figurines qui concernent spécifiquement ce monstre-là. D'autres cartes mythos. Il peut avoir des jetons spécifiquement pour lui aussi. Et lui aussi va avoir une série de cartes qui viennent avec lui. Quelles sont ces cartes? Premièrement, on a les cartes de monstres. Ça va m'indiquer quels monstres viennent spécifiquement dans le scénario de Cthulhu. J'ai le Star Spawn et les cultistes viennent dans tous les scénarios. On va m'indiquer ici si ces monstres-là ont des habiletés. Je vais le mettre aussi sur la grande carte, la grande tuile qu'on me demande de placer proche du plateau de jeu. Je vais également avoir une série de cartes comme ça, qui sont les fiches de mon Elder One en tant que tel, de mon grand ancien.
Je vais avoir éventuellement l'affronter, stage 1, stage 2, stage 3, son stage final. On s'assure de les mettre dans cet ordre-là. Je reviendrai plus tard sur les règles. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va aller le placer juste ici. J'ai un énorme jeton ici qui va représenter le grand ancien. On voit que le symbole est ici. Je vais le mettre sur cette fiche-là. Et on peut placer Cthulhu lui-même par-dessus cette tuile-là. Évidemment, cette tuile-là, on ne met pas ça par-dessus notre plateau. On peut le mettre sur le côté. Je l'ai placé juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et mon Cthulhu va aller là-dessus, à l'endroit où je l'ai montré. Il y a le Star Spawn qui venait dans la boîte. Aussi, qu'on va placer de côté sur sa carte. Les cartes Mythos qui venaient dans le deck, dans la boîte de Cthulhu, on va les prendre. On va tout simplement les mélanger en les brassant bien comme il faut avec les cartes qui étaient dans ma boîte de scénario. Puis ça va former mon paquet de cartes Mythos pour la partie. On va mettre de côté nos jetons qui viennent spécifiquement pour ce scénario-là. Eux ne commencent pas sur le plateau, contrairement... puis qui viennent pour ce monstre-là, dis-je. Eux ne commencent pas sur le plateau, contrairement aux jetons du scénario. Et on va avoir un paquet de cartes Discovery sur lesquelles je vais venir, qu'on prend juste le temps de bien brasser pour placer ça sur le plateau de jeu. Pour placer ça pendant la partie. On va avoir plusieurs jetons qu'on va avoir besoin de les placer, qu'on va se garder pas loin. On va avoir des jetons de points de vie. On peut s'en faire une réserve pas loin, évidemment. Et on va utiliser beaucoup de dés que je n'ai pas encore sortis du sac. On les garde pas loin pour les jets qu'on va avoir à faire pendant la partie. Les derniers petits jetons qui vont être spécifiques à chacun des... qui vont être plutôt dans tous les scénarios, c'est des petits jetons comme ça, des jetons de compétences qui vont représenter des compétences qu'on peut aller chercher pendant la partie. On se garde ça pas loin, c'est pas certain qu'on en ait besoin. Fait que donc, la mise en place est particulière parce qu'elle va changer selon les scénarios. Il y a des scénarios qu'on n'utilisera pas le feu, qu'on n'utilisera pas les jetons laboratoire, qu'on n'utilisera pas les jetons Riley, qui sont ces jetons-là ici qui sont spécifiques à Cthulhu. Les seuls jetons qui sont communs à tous les scénarios, c'est les jetons de portail. Le jeton qui indique où on commence la partie. Puis s'il y a différents niveaux, les jetons qui indiquent comment on fait pour passer d'un niveau à l'autre. Les autres jetons sont spécifiques au scénario. Après ça, évidemment, il va falloir choisir nos personnages et faire une mise en place individuelle. Pour ce qui est de la mise en place individuelle, c'est pas bien compliqué. La seule chose que vous avez à faire, c'est de choisir un personnage, une fiche de personnage, ça ressemble à ci, puis tirez-le au hasard, jetez-le en bas des marches, puis prenez celle qui vous reste dans les mains. Faites ça comme vous voulez, mais on choisit un personnage, je vous présente Ernest. Qu'est-ce qu'on a à se faire? On va aller chercher la figurine qui vient avec ce personnage-là, qui représente ce personnage-là sur le plateau. On va aller l'insérer dans une base de la couleur qu'on a choisie pour être capable de repérer sa figurine sur le plateau. Et on va se prendre une série de tentacules qu'on va les placer sur notre fiche individuelle. Où vont-elles? On va en avoir une qui va se placer ici sur la première case de notre échelle de santé mentale. On va en avoir une ici qu'on va se mettre à notre maximum de stress. Une autre tentacule ici qui va aller à notre maximum de points de vie. Et finalement, on va avoir 3 pouvoirs qui sont spécifiques à chacun des personnages qui sont représentés par ces lignes-là. Et nos 3 pouvoirs vont commencer au niveau 1, fait qu'on va les placer comme ça. Notre second personnage, je vous présente Richard, va faire la même chose. Et lui aussi va aller placer ses 6 jetons tentacules sur sa fiche. Fait qu'on voit que c'est un petit peu fiddly. Vous excuserez l'anglicisme, les jetons vont glisser partout. Mais on va aller les placer comme ça. On va essayer de ne pas trop accrocher notre table pendant qu'on joue. Quand on a fait ça, la seule chose qu'il nous reste à faire au niveau de la mise en place individuelle, c'est ceci. En début de partie, on va brasser ce paquet de cartes-là qui sont des fichiers médicaux de l'asile d'Arkham. Et on va distribuer une carte à chaque joueur. Les joueurs vont révéler leur carte, ils vont en prendre connaissance et ils vont la montrer aux autres joueurs. Ces joueurs-là représentent des santé mentales, des problèmes de santé mentale. Ici, Richard est un masochiste, ça va déclencher certains effets. Et dans le cas de, j'ai dit Richard, je voulais dire Ernest, et dans le cas de Richard, il a un Short-Term Memory Loss. Fait que lui, c'est ça son problème pour la partie. La thématique derrière ça étant que ces investigateurs-là ont déjà vu le Grand Ancien, ils ont déjà fait face, donc ils ne cherchent pas nécessairement comme d'autres jeux à préserver leur santé mentale. Ils l'ont déjà perdu, donc ils commencent avec un grave problème comme celui-là. Quand on a fait cette mise en place-là, là on est prêt à commencer à jouer, fait que je vous explique comment ça marche. Donc avant de passer au tour de jeu en tant que tel, c'est important de comprendre comment on peut gagner ou perdre à Death May Die. D'abord, comment peut-on gagner? On va commencer positif. Le scénario qu'on a choisi, dans chaque scénario, en fait, les cultistes du scénario qui sont représentés par ces figurines-là,
Les cultistes tentent d'accomplir un rituel pour réveiller notre grand ancien. Nous, on a choisi le joyeux Cthulhu juste ici, pour ce scénario-là. Et sur la carte de scénario, on a une indication sur comment faire pour briser ce rituel-là, pour interrompre ce rituel-là. Si on réussit à interrompre ce rituel, Cthulhu sera vulnérable à nos attaques pendant un certain temps. Donc l'objectif pour gagner la partie, c'est qu'on doit faire ce qui est indiqué ici dans la case noire. On doit briser le rituel. Dans le scénario qui nous importe, on nous a fait placer des jetons laboratoires qui ressemblent à ici. On doit en briser un certain nombre. Et lorsque ce sera fait, le rituel sera brisé, sera interrompu. Dès qu'on réussit à interrompre le rituel, Cthulhu, peu importe où il se trouve sur cette piste-là, Cthulhu sera invoqué sur le plateau de jeu, sur l'une des cases du plateau de jeu. Et on va défausser la première carte de son paquet, mais on va la garder quand même pas loin du jeu parce qu'elle reste en quelque sorte en jeu, il faut savoir ce qu'elle fait. Et à partir de ce moment-là, Cthulhu va devenir vulnérable et se représenter par le fait qu'on voit ses points de vie. On va avoir à lui infliger suffisamment de points de vie pour lui faire enlever une deuxième et éventuellement une troisième carte. Puis quand on va avoir tué chacune des incarnations de Cthulhu, bien, on va avoir remporté la partie et c'est le même principe avec tous les grands anciens. Donc, étape 1, il faut briser le rituel en respectant ce qui est demandé ici. Étape 2, il faut passer toutes ces cartes-là en les attaquant une à une jusqu'à temps que Cthulhu soit mort. Maintenant, comment on fait pour perdre? Bien, c'est beaucoup plus facile que de gagner dans ce jeu-là. La première façon qu'on fait pour perdre, c'est de manquer de temps, tout simplement. Ce jeton-là, même une fois que Cthulhu va avoir quitté cette piste d'avancement-là, il y a quand même un jeton qui va rester là, sur le plateau, et que ce soit pendant que Cthulhu est dessus ou que ce soit une fois que Cthulhu est invoqué, il y a des effets de jeu qui vont faire avancer ce jeton-là vers la fin de la piste. Si le jeton se rend jusqu'à la fin de la piste avec ou sans Cthulhu sur le jeton, la partie est automatiquement perdue. Cthulhu a accumulé suffisamment de puissance pour être inarrêtable, puis on ne peut plus rien faire contre lui. Fait qu'on a manqué de temps. Deuxième façon qu'on a de perdre, c'est par par élimination des investigateurs, mais là, il y a des petites nuances à faire. Avant que Cthulhu soit invoqué sur le plateau, donc il y a deux façons de l'invoquer. Première façon que de l'invoquer, c'est justement d'accomplir notre rituel. Comme je l'ai dit, si on fait ça, Cthulhu va quitter le jeton, il va s'en venir sur le plateau, puis on va montrer la prochaine carte du deck, et là, Cthulhu va devenir vulnérable. Il a été invoqué. Donc, avant que ce moment-là se passe, s'il y a eu un investigateur qui a été éliminé, la partie est automatiquement perdue. Par contre, une fois que Cthulhu est sur le plateau, une fois que Cthulhu a été invoqué sur le plateau, c'est seulement le dernier investigateur éliminé qui fait perdre la partie. Fait que si on joue à 4, une fois que Cthulhu a été invoqué, on peut commencer à mourir un après l'autre. Si le dernier meurt, ben là, on a perdu la partie. J'ai dit qu'il y avait deux façons d'invoquer Cthulhu sur le plateau. La deuxième façon, c'est si Cthulhu se rend dans les cercles rouges. Fait qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, ces jetons-là vont également se déplacer par différents effets de jeu que j'expliquerai plus tard. Si le jeton pénètre dans un cercle rouge, Cthulhu est automatiquement invoqué sur le plateau. Donc je répète, à partir de ce moment-là, il peut y avoir un investigateur qui meurt et la partie n'est pas automatiquement perdue. On continue à jouer jusqu'à temps que tous les investigateurs soient éliminés. Par contre, si Cthulhu est encore sur la piste en haut, n'a pas été invoqué, première mort d'investigateur, la partie est perdue. Dernier petit détail, juste pour éviter de la confusion, si jamais Cthulhu a été invoqué parce qu'il est rentré dans la zone en rouge, on va quand même défausser la première carte, mais il va rester invulnérable tant que nous n'aurons pas détruit le rituel. On doit faire dérailler le rituel pour que Cthulhu devienne vulnérable. Ça fait partie des règles de base du jeu. Fait que ça, c'est nos façons de gagner, de perdre. Dernier petit détail, comment fait-on pour savoir quand un investigateur est éliminé? Bien, il y a deux pistes sur sa fiche qui peuvent mener à l'élimination. Il y a sa piste de folie ou de santé mentale. Si on atteint le bout de la piste, telle que parfaitement représentée par une tête de mort, on est éliminé. Et sur sa piste de point de vie également, une fois qu'on avance sur cette piste-là, si on se rend sur la dernière case, on est également éliminé. Donc, s'il y a un investigateur éliminé avant que Cthulhu arrive sur le plateau, on perd. Une fois que Cthulhu est arrivé sur le plateau, on a de la chance jusqu'au dernier investigateur avant de perdre. Maintenant, le tour de jeu en tant que tel, vous allez voir à l'intérieur de cette médaille, c'est étonnamment, pour un jeu qui a quand même une bonne ampleur, c'est étonnamment simple de comprendre comment le tour de jeu fonctionne. En partie parce qu'il est écrit sur son plateau de jeu. On le voit ici, je vais le montrer un peu en plus gros. Sur la partie gauche de son plateau, on a les différentes étapes d'un tour de jeu. Fait qu'on va prendre 3 actions, on va piger une carte mythos, on va investiguer la case sur laquelle on se trouve ou combattre les monstres qui se trouvent sur notre case, et on va résoudre les effets de fin de tour.
Fait qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis je précise, il n'y a pas de tour de mal dans ce jeu-là. C'est plutôt l'effet de mythos et de combattre. Dans le fond, c'est comme si le mal jouait à la fin du tour de chacun des joueurs. Fait que dans ce cas-ci, allons-y dans l'ordre. Dans la phase de prendre ces 3 actions, chaque scénario vient avec un choix de 6 actions. Il y en a 4 qui sont imprimées directement sur sa fiche. 4 qui sont imprimées directement sur la fiche. Et il y en a 2 qui sont imprimés sur le scénario. Fait qu'on a toujours 2 scénarios qui sont spécifiques. 2 actions, dis-je, qui sont spécifiques à mon scénario. Dans ce cas-ci, on peut éteindre des feux et détruire les équipements de laboratoire. C'est ce qui est demandé par le scénario. Et on a les 4 actions de base qui sont présentes dans tous les scénarios, qui sont de courir, attaquer, se reposer ou échanger. Fait que passons ces actions-là une à une. Courir, c'est très simple, c'est se déplacer de 3 cases. Et il n'y a absolument rien qui m'empêche de prendre la même action plus qu'une fois si je le veux. Les cases vont être reliées par des petites flèches qui représentent où je dois passer pour sortir, rentrer d'une pièce. Fait qu'on voit par exemple qu'il y a une flèche ici, mais il n'y en a pas dans ce sens-là. Fait qu'un personnage ne pourrait pas passer de cette case à cette case. Mais dans la même action, en ayant un personnage qui commence là, il pourrait faire 1, 2 et 3 en prenant une seule action. Donc on va enlever Cthulhu de là, on est quand même en début de partie. Et pour l'action de course, c'est pas plus complexe que ça. Je peux, si je le veux, me faire un simple déplacement de 2 cases au lieu des 3 cases. Je ne suis pas obligé de les faire les 3 complets. Mais il y a quand même des petites règles à respecter. Quelles sont-elles? Les monstres. C'est la règle la plus importante du jeu, probablement. Quand je me déplace, si je rentre dans une case qu'il y a des monstres, aucun problème. Par contre, si je la quitte, fait que si ce personnage continue son déplacement jusque ici, tous les monstres qui étaient sur la case qu'il vient de quitter le suivent. Fait que si je prends mon 3e point de mouvement qui vient avec mon action de course, puis je fais, donc, je suis parti là, si je fais 1, 2, 3, ben je terminerai mon déplacement avec ces 2 monstres-là qui m'ont suivi et qui vont jusqu'ici. Si au prochain tour, je décide de faire 1, 2 et disons 3, ben je vais faire 1, 2, et quand je vais me déplacer jusqu'à cette case-là, ce monstre-là m'aura suivi. Tous les monstres qu'on croise sur notre route se collent à nous et poursuivre leur déplacement avec nous, même s'il y a un investigateur sur l'une des cases que je viens de traverser. Je redonne un autre exemple. Je commence ici, j'ai un allié qui est prêt avec les 2 cultistes. Première action, je fais un déplacement de 3, 1, 2, je décide d'arrêter là, ces 2 monstres m'auront suivi. L'autre investigateur ne les aura plus sur le dos. L'autre règle à suivre aussi, c'est la règle du feu. Mais ça, je vais y revenir quand je parlerai des jets de dés, comment ils fonctionnent à l'intérieur de ce jeu-là. Deuxième action que je peux faire, je peux me reposer. Pour me reposer, je dois être dans une case qui est dépourvue d'ennemis. Je dois être dans ce qu'on appelle un safe zone ou safe area, safe space. Fait que par exemple, mon aventurier qui est juste ici, mon investigateur, pourrait pendant son tour prendre l'action de rest, mais s'il était dans cette position-là, il ne pourrait pas le faire. Alors que l'investigateur qui est sur le socle mauve, lui pourrait le faire quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une action de rest? C'est tout simple. On va aller regarder sur notre piste individuelle, puis on va aller se redonner 3 points qu'on va diviser comme on le veut entre notre stress et nos points de vie. Fait que ce personnage-ci pourrait faire, je fais une action de repos, 1, 2 et 3, ou il aurait pu faire 1, 2 et 3. On les divise comme on veut. Évidemment, c'est juste pour l'exemple, parce que ce personnage-là... Non, c'est mon personnage mauve, il était sur un safe space, tout est beau. Fait qu'il prend son action de rest, on se guérit de 3 et on divise comme on veut entre les 2 pistes qu'on a. La prochaine action qu'on peut faire, c'est Trade. Trade, c'est d'échanger des cartes équipement avec les autres personnages. Quand je vais avoir acquis des cartes équipement, ça va ressembler à ceci, puis ils vont se cumuler. Je peux en avoir autant que je veux d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de problème. Et toutes les cartes du jeu sont faites telles que je vais avoir un choix au moment de l'acheter de l'équipement que je vais avoir. Fait que dans ce cas-ci, mon personnage est accompagné de Jérôme, l'assistant concierge, qui compte comme une carte équipement, mais qui est plus spécifiquement un compagnon tel qu'écrit sur sa carte. Quand je suis sur la même case qu'un de mes alliés, je peux déclencher une action trade, et c'est super important, moi et tous les alliés qui sommes sur cette case-là pouvons nous échanger toutes les cartes d'équipement qu'on veut. La seule restriction qu'il y a à suivre, c'est de garder le même côté de la carte. C'est-à-dire que si je donne cette carte-là à l'un de mes alliés, il aura lui aussi à la glisser de ce côté-là de la carte. Il ne pourra la transformer pour qu'elle devienne l'autre moitié de l'équipement. Fait qu'il va avoir à respecter le choix que moi j'ai fait quand j'ai gagné cette carte-là. Et je précise, là c'est dans une partie à 2 joueurs, fait que ça ne change pas grand-chose, mais si on jouait par exemple à 4 joueurs,
l'échange, un joueur fait une action de trade et les 4 joueurs sur la même case peuvent s'échanger autant de stock qu'ils veulent en autant qu'ils soient sur la même case. Les 3 actions qui restent à expliquer, c'est l'action de combat et les 2 actions qui viennent avec mon scénario. Fait que l'action de combat est toute simple. Si je suis sur une case où il y a des adversaires, je peux faire un jet de combat, puis je vais leur infliger des dégâts selon le nombre de succès que je vais avoir. Et, vous avez vu, j'ai passé rapidement, vous comprendrez dans quelques instants pourquoi. Mes 2 actions de scénario vont avoir le même principe. Ici, on va me dire, fais un jet, puis enlève un jeton de feu pour chaque succès que tu as eu sur ton jet. Et ici, je vais avoir l'action de détruire l'équipement. Fait que donc, fais un jet contre un laboratoire qui est dans ton espace. Et chaque succès va donner une blessure. Quand l'équipement va avoir 4 blessures, on l'enlève. Fait que ce qui m'amène donc à la notion du jet. Parce que peu importe le type de jet qu'on fait, le principe est toujours le même. Et je vous montre comment ça fonctionne. Fait qu'à la base, dans le jeu, quand j'ai un jet à faire, je vais lancer 3 dés noirs. Le principe de base, c'est ça. Il y a différents bonus qui vont s'ajouter selon ma condition mentale et selon les différents atouts que je vais avoir. Par exemple, si je prends Ernest, je regarde son premier pouvoir, son premier niveau dans ce qui s'appelle Arcane Mastery. Comme je l'ai dit en début de partie, on va commencer toujours avec un petit jeton sur la première case montrant que j'ai ce pouvoir-là au niveau 1. Lui, il me dit, quand je fais n'importe quel type de jet, je vais compter une étoile comme un succès. Fait que quand je vais lancer mes 3 dés noirs, normalement, les succès sont des points d'exclamation. Fait que là, si Ernest vient de faire un jet de combat contre l'un des cultistes, il aurait eu 2 succès. S'il avait roulé ceci, bien, grâce à son pouvoir Arcane Mastery, il aurait affiché un 3e succès. Normalement, pour un autre joueur, si Richard faisait le même jet, ne possédant pas la compétence Arcane Mastery, Richard n'aurait eu que 2 succès. Le concept de base du jeu n'est pas plus complexe que ça. Quels sont les autres résultats possibles sur chacune des dés? On a évidemment le concept de santé mentale qui est cher à tous les jeux de Cthulhu. À chaque fois qu'on roule cette face, qu'on fasse un jet qui est offensif ou défensif, peu importe la nature du jet, à chaque fois qu'on roule cette face, on va perdre un point de santé mentale. Fait que quand on perd un point de santé mentale, on va descendre sur cette échelle-là du nombre de faces qu'on a roulé. Fait que si par exemple j'avais roulé ceci, on voit que j'ai 2 succès, par contre je perds 3 points de santé mentale. 1, 2 et 3. Il est impossible dans le même jet de perdre suffisamment de santé mentale pour franchir l'un des seuils qui est dessiné dans une couleur un petit peu plus foncée, mon rouge plus foncé. Donc si j'avais commencé mon tour en ayant 7 santé mentale, en ayant déjà perdu 3 points de santé mentale, dans mon exemple, il se déplaçait avec sa première action, avec sa deuxième action, il attaque l'un des cultistes, il sort ce jet-là, il ne peut pas en perdre plus qu'un sur le même jet, parce qu'il va avoir atteint son prochain seuil de santé mentale. Il va avoir déclenché sa folie, en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint un seuil? Il se passe 2 choses. La première chose qui va se passer concerne nos pouvoirs. C'est la chose qui est positive. Fait que comme je l'ai dit en début de partie, chacun commence avec 3 pouvoirs qui sont au niveau 1. À chaque fois qu'on atteint l'un des seuils, on va pouvoir augmenter l'un de nos pouvoirs d'un niveau. Puis ça va déclencher des nouveaux effets. Là, je ne passerai pas tous les pouvoirs un par un, mais ici, par exemple, à titre d'exemple, j'ai 2 relances gratuites quand j'attaque un monstre en le montant d'un niveau. À chaque fois que je reçois une blessure, je peux faire une attaque gratuite contre un monstre. Fait que son talent de Demon Hunter peut s'améliorer à chaque fois qu'il franchit l'un des seuils. Toujours dans la colonne des positifs, certains seuils sont accompagnés d'un petit symbole de dé vert. Je vais vous le montrer un peu plus gros sur notre sympathique ami Richard. Fait qu'on voit que certains seuils n'ont pas le dé vert, d'autres seuils ont le dé vert. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à partir du moment que Ernest, dans ce cas-ci, va atteindre ce seuil, tous les jets qu'il va faire vont s'accompagner d'un dé vert. Est-ce que c'est positif? Tout à fait. Le dé vert a les mêmes symboles que le dé noir, fait que des étoiles, des points d'exclamation, donc des succès potentiels si on a des pouvoirs, mais n'a pas de tentacules. Fait que le dé vert n'est que bonus, il n'est que positif. Fait que vous voyez que ici et à ces 2 endroits-là, plus on est fou, plus on perd la santé mentale, plus on va lancer de dés pour faire nos différents jets. Mais évidemment, plus on se rapproche de la défaite. Fait que le principe des jets, dans le jeu, tous les jets, c'est ça. Fait que dans mes exemples,
j'avais dit, si je veux enlever un jeton de feu sur ma case, je fais un jet. Fait qu'Ernest, en ayant ceci de santé mentale, il peut dire, je fais un jet sur le jeton qui est là. On m'avait dit, chaque succès me permet d'enlever un jeton. Je peux enlever un jeton. Ce jet-là n'est pas plus compliqué. Quand j'affronte un monstre, je vais aller voir sur la carte de monstre, il y a combien de points de vie. Fait que si je veux attaquer le cultiste, je vais lui faire 2 de dégâts. Si j'attaque le Star Spawn, je vais lui faire 7. Évidemment, on ne fera jamais ou rarement 7 d'un coup. Fait que si j'attaque le Star Spawn, toujours dans la situation d'Ernest, ben, je pourrais lancer mes dés. Il me dit j'ai droit à 2 rerolls quand j'attaque un monstre. Je suis content d'avoir un succès, mais je trouve que je perds pas mal de santé mentale. Quoique de toute façon, je peux pas en perdre plus qu'un parce que je peux pas franchir mon seuil. Je peux pas dépasser ce seuil-là sur le même jet. Fait que j'utilise mon premier reroll. Ça me donne un succès, c'est vrai, parce que Ernest a la compétence qui transforme les étoiles en succès. Je fais donc 1, 2, 3 succès sur ce monstre. Je vais prendre 3 de dégâts et les mettre pas loin de son socle pour me rappeler que je l'ai abîmé. Quand on sera rendu à 7, on va le défausser. Tout simplement. Les jets fonctionnent comme ça. On me dit que je peux faire des jets si je suis dans la même case qu'un laboratoire. Fait que si, par exemple, mon ami Richard, ça c'est vraiment Richard, commençait son tour, par exemple, ici, il pourrait prendre une action. Première action, il s'en va là, donc le monstre le suit. Deuxième action, il décide d'essayer de briser ceci, donc le petit jeton qui est ici, que vous voyez dans le haut de l'écran. Ça me prend 4 blessures pour le briser. Fait que première action, je réussis 1 de dégâts, puis ensuite je peux attaquer une autre fois. J'ai réussi de faire 2 autres de dégâts, j'ai pas réussi à le briser, mais j'ai perdu un point de santé mentale. Les actions fonctionnent à peu près comme ça. Évidemment, c'est un jeu où on va lancer beaucoup de dés. Fait que l'une des caractéristiques qui est sur notre fiche nous permet de contrôler ces relances-là. Et c'est à ça que sert la deuxième statistique qui est ici, qui est le stress. Comment fonctionne le stress? Peu importe le jet. Si je veux relancer un dé, je peux dépenser un point de stress pour relancer un dé. Tout simplement, et le faire tant qu'il me reste du stress à dépenser. Fait que si je veux attaquer les cultistes qui sont là, et disons que je roule simplement ceci, ça me donne 3 pertes de santé mentale, puis un seul succès. Et là, Ernest voulait attaquer le cultiste qui était là. Il a déjà dépensé ses 2 rerolls, disons dans mon exemple. Mais là, à partir de maintenant, je pourrais décider que je dépense 1 de stress, je relance ce dé-là. J'ai mon deuxième succès, je tue le cultiste, il s'en va du plateau. Et c'est pas plus complexe que ça. Fait que tant que j'ai du stress, je peux relancer 1 dé par point de stress que je décide de dépenser. Et pour toutes les actions vont fonctionner comme ça. Ce qui va me rester à voir, et là, ça va être personnel à votre personnage. Ça va être comment ces attributs affectent ces jets. J'ai déjà dit qu'au fur et à mesure qu'on devient plus fou, on va gagner des bonus qui sont toujours positifs. Mais il peut y avoir d'autres effets. On voit qu'ici, si ça atteint le niveau 3, il y a un dé vert de plus à chaque fois qu'il attaque les monstres. Ici, il peut attaquer les monstres à une case de distance. Fait qu'il y a des rares personnages qui peuvent faire ça. Normalement, il faut être dans la même case. Ici, il gagne 2 dés verts s'il attaque un monstre à une case de distance. Fait que s'il décide de monter sa capacité Marksman, c'est très bon. Ici, ça me dit que les étoiles comptent pour un succès. Ici, ça me dit Instead. Je peux compter autant d'étoiles que je veux pour des succès. Fait que s'il y a une petite différence, quand c'est écrit Instead, la compétence remplace ce qui était déjà là. Quand c'est pas écrit, ça s'additionne. Toutes ces compétences-là vont s'additionner. Fait que pour les jets, ça va fonctionner à peu près comme ça. Mais là, je vous ai dit tantôt, quand j'arrive à un seuil, il y a des effets positifs, le dé vert, je monte de niveau, mais il y a aussi un effet négatif et je vous explique ça à l'instant. Donc, comme je viens de dire, il y a toujours des effets positifs quand on atteint un seuil. Fait que là, si mon ami Ernest, dans cette situation-ci, disons qu'il y avait 2 cultistes là, veut aller les tuer, il se déplace ici, première action, deuxième action, il attaque les cultistes, il roule ceci. Là, il est satisfait de son jet parce qu'il atteint ses 2 succès, fait qu'il tue le cultiste qui est là, par exemple. Par contre, il atteint ce seuil-là, fait que ça va lui permettre de monter de niveau, ça va lui rajouter un dé vert à tous ses jets le reste de la partie, mais ça va déclencher son problème de santé mentale, qui est pris avec une certaine légèreté dans ce jeu, je dois dire. C'est rappelé sur la carte par ce symbole-là, qui est le même symbole sur les seuils que sur ma piste. Et ça va déclencher un effet à chaque fois que j'atteins l'un des seuils. Ça va interrompre mon tour, puis ça va se déclencher à ce moment-là. Ça peut être pendant le tour d'un ennemi, pendant le tour d'un allié, selon ce qui se passe. Fait que ici, par exemple, ça me dit « If you're at full stress, heal all of your stress and discard one discovery card of your choice. If you are not at full stress, take 1 stress. » Fait qu'à ce moment-là, si je suis pas à full stress, fait que ici, fait que selon où je vais être situé sur ma piste, je vais tout simplement respecter ce qu'on me demande de faire.
Fait que si je ne suis pas à full stress, ben je vais me remettre complètement complet en stress. Je vais me guérir de tout mon stress, mais je vais perdre une carte d'équipement. J'ai perdu quelque chose, j'ai oublié où c'était, short-term memory loss. Par contre, si j'étais déjà à full stress, ben je fais juste en perdre un. Fait que je vais essayer de me préparer en fonction de ça. Et chacune des cartes de maladie qui vient à l'intérieur du jeu, Catatonia, Obsessive Disorder, Pyromania, va avoir un effet spécifique qui va se déclencher à chaque fois que j'atteins l'un de mes seuils de santé mentale. Fait que j'aurai à me préparer en fonction de ça. Fait que ça, c'était pour les effets négatifs qui se déclenchent, je le répète, à chaque seuil que j'atteins. Donc, la prochaine étape dans le tour de jeu, si je regarde après avoir pris toutes mes actions, c'est de piger une carte Mythos. Comment ça fonctionne quand on pige une carte Mythos? Ben, je rappelle que dans mon deck de cartes Mythos, j'ai la moitié du deck qui vient de mon épisode, fait que Season 1, épisode 1, Blasphemous Alchemy, puis j'ai la moitié du deck qui vient du choix de mon grand ancien, fait que Elder One, Cthulhu, qu'une fois qu'on a brassé ça au début de la partie, fait que c'est à peu près moitié-moitié. Quand j'ai appigé une carte là-dedans, ben, je vais tout simplement révéler la première carte et faire ce qu'elle me dit de faire. Each investigator in a Riley space lose one sanity, fait que s'il y a des investigateurs qui sont sur une case où il y a un jeton Riley, ils perdent un santé mentale. If the star spawn is on the board, fait que si le monstre star spawn est sur le plateau, chaque personnage qui est sur sa case perd 2 points de santé mentale, puis ensuite il bouge de 2 cases vers toi. Fait que s'il est là, t'en perds 2, s'il est pas là, il se rapproche de toi. Puis s'il était pas sur sa case, ben il apparaît sur le portail bleu. Fait que les symboles de portail vont servir à ça. Fait que simplement résoudre ce qui est dessus. Et très important, une fois qu'on a résolu notre carte, on la garde dans une pile, dans une défausse pour nos cartes Mythos, mais une défausse face ouverte, parce qu'on va y revenir plus tard. Quand on a pigé notre carte Mythos et qu'on a fait ses effets, généralement, il y a des monstres qui vont se déplacer, il y a peut-être des jetons qui vont être apparus, il y a d'autres monstres qui vont être apparus sur différents portails sur le plateau. Quand on a fait ça, on va passer à l'étape Investigate or Fight. C'est nommer, investiguer ou combattre, mais on n'a pas de choix. Ça dépend comment on est rendu à ce stade-ci de notre tour de jeu. Si à l'étape 3 de notre tour de jeu, investiguer ou combattre, on est sur un safe space, donc sur une case pas de monstre, on va investiguer. Si à cette étape-là de notre tour de jeu, on est sur une case où il y a des monstres, on va plutôt combattre. Et par combattre, on veut dire se faire attaquer. Fait que comment ça marche? Je commence par investiguer. Disons que mon ami Richard ici il a fait ses 3 actions, il a pigé sa carte Mythos, il est rendu à investiguer ou combattre. Il est là, il est sur un safe space, donc il va investiguer. Fait qu'il va tout simplement aller dans notre paquet de cartes de Discovery, qui est spécifique pour ce scénario-là. Il va piger la première carte et de façon générale, il va avoir un choix à faire. On a une partie narrative à lire au centre et il va faire le choix. Des fois, le choix va lui demander de dépenser du stress. Des fois, il doit ne pas avoir une certaine carte avec lui pour pouvoir faire l'un des 2 choix. D'une façon ou d'une autre, on lit, on fait le choix qu'on veut et on va ensuite slider ou insérer cette carte-là sous notre fiche selon le choix qu'on a fait. Fait que si on a choisi la partie gauche, on va l'insérer comme ça. Puis si on a choisi la partie à droite, on va l'insérer plutôt comme ça. Puis ça va généralement nous donner des bonus, des attributs. Des fois, ça nous donne des petites réserves de points de vie qu'on va dépenser avant que nous-mêmes, on meure. Fait que ça, c'est pour la partie investiguer. Pour la partie fight, la partie combat, ben, ça représente le fait que les monstres nous attaquent. Fait que dans le cas d'Ernest, lui, il a décidé de terminer son tour là. Comment ça marche? Ben, on va aller voir sur la fiche du monstre. Ces monstres-là nous attaquent de quelle façon? Les cultistes attaquent avec 2 dés verts, le Star Spawn attaque avec 3 dés noirs, Cthulhu lui-même, quand il va apparaître sur le plateau, va attaquer avec 2 verts et 2 noirs, ainsi de suite. Fait que tout simplement, en prenant les cultistes un par un, ce cultiste-là attaque mon ami Ernest, il n'a aucun succès. Le deuxième cultiste attaque mon ami Ernest, il a un succès, mais le cultiste, à moins que ça soit indiqué sur sa fiche, le cultiste ne peut rien faire avec les étoiles. Fait que comme il y a un succès, mon ami Ernest va perdre 1 point de vie. Et le dernier cultiste l'attaque. Et lui, il a 2 succès. Là, on voit que sur cette fiche-là, ça tuerait mon ami Ernest 2 succès. Le stress qu'on peut utiliser pour relancer nos dés, on peut également l'utiliser pour relancer les dés de nos adversaires quand ils nous attaquent. Fait que dans cette situation-là, Ernest pourrait dire je dépense 1 point de stress, je relance ce dé-là, je dépense encore 1 point de stress, je relance ce dé-là, je dépense encore ce point de stress-là, je relance ce dé-là, et finalement j'ai perdu juste 1 point de vie et je ne suis pas mort. Et comme c'était la dernière attaque de ces 3 cultistes-là, il me reste un autre tour de jeu avant de mourir. Fait que pour la partie Investigate or Fight, ça fonctionne comme ceci. Ce qui m'amène à la dernière phase de jeu, Resolve End of Turn. Dans la dernière phase de jeu du tour de chaque joueur, il y a 3 choses qui se passent.
Premièrement, il peut y avoir des cartes Discovery qui ont un effet qui s'active à la fin du tour de jeu, fait que gagner un point de santé mentale, gagner un point de vie, des trucs comme ça, on les active. Deuxièmement, il y a les jetons de feu qui s'activent. Les jetons de feu, j'ai dit au début de vidéo, je reviendrai plus tard, je reviens là. Pendant la partie, quand on se déplace, à chaque fois qu'on quitte une case qui a un jeton de feu, on va aller prendre un jeton de feu de la réserve et on va le mettre sur notre fiche pour se rappeler qu'on est légèrement enflammé. Dans la phase de fin de tour de jeu, on va lancer tout simplement un dé noir et si on a un succès, on ne perdra pas de points de vie puis on va défausser le jeton de feu. Dans ce cas-ci, je perdrai également un point de santé mentale. Mais si on a un succès, si on n'a pas de succès par contre, donc, comme ça ici, on va perdre un point de vie, mais on va également défausser le point de santé mentale. Fait qu'un succès nous permet de bloquer la perte de points de vie, donc la perte de points de vie, mais d'une façon ou d'une autre, on va défausser le jeton de feu. Et le dernier effet important dans la phase de fin de tour de jeu concerne les cartes Mythos. Comme je l'ai dit tantôt, au fur et à mesure que dans la phase Mythos, les joueurs révèlent différentes cartes Mythos, on va les entasser comme ça dans une défausse où on peut les voir. Si dans la phase de fin de tour, on voit que dans ma défausse Mythos, il y a 3 fois ce symbole-là, l'espèce de symbole qu'on voit sur ce jeton-là, une espèce de triangle avec un cercle et un œil au-dessus. Si on voit que ce symbole-là est là 3 fois, ben, on va prendre toutes les cartes, incluant celles qui n'ont pas le symbole, on va les rebrasser à l'intérieur du deck Mythos pour former une nouvelle pioche, et mon grand ancien va avancer. Fait qu'on va l'avancer comme ça sur sa piste, sur son plateau à lui. Quand le grand ancien avance, ça déclenche généralement un effet sur la carte de scénario. Fait que when the Elder One advance, on fait ce qui est écrit ici. Quand le grand ancien avance, c'est écrit sur sa carte personnelle qu'est-ce qu'il fait, tout ce qu'il se déclenche à chaque fois qu'il avance. Et, comme je l'ai dit tantôt, s'il avance jusque dans le rouge, même si le rituel n'est pas encore brisé, il va apparaître sur le plateau, puis on va tasser cette carte-là pour voir qu'est-ce qu'il fait quand il avance. Puis après ça, ben, le tour est fini, on passe la main au prochain joueur. Puis on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Une dernière petite précision concernant le grand ancien. Pour combattre le grand ancien, comme j'ai dit, il faut briser le rituel. Ça va faire apparaître le grand ancien sur le plateau, puis on va mettre cette carte-là sur le côté de ce plateau-là, comme ça. Et ensuite, le grand ancien a l'habileté qui est sur cette carte-là. Donc, quand ce jeton-là avance, on continue à déclencher l'effet When Cthulhu Advances. Et il va avoir également les habiletés sur cette carte-là. Quand on va avoir battu cette carte-là, on va la mettre là. Cthulhu va avoir les habiletés de cette carte-là, de cette carte-là et de cette carte-là. Ça va se cumuler. Et quand on combat Cthulhu, ces points de vie sont indiqués ici. On peut les mettre sur la fiche qui est ici. Quand on arrive à 12, ben on va avoir affronté la dernière carte. Quand Cthulhu lui-même nous attaque, tout comme le cultiste, on voit que le cultiste il m'attaque avec 2 dés verts, ben les valeurs d'attaque de Cthulhu sont indiquées ici à gauche. Fait qu'on voit que si à l'étape 1, Cthulhu va m'attaquer avec 2 dés verts et 2 dés noirs. À l'étape 2, on rajoute un dé vert. J'ai bien dit on ajoute. À l'étape 3, ben, Cthulhu va m'attaquer avec 4 dés verts, dis-je, et 3 dés noirs, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Fait qu'au fur et à mesure que le grand ancien, on le bat puis il avance, il se rapproche de sa défaite, il devient également de plus en plus puissant. Fait qu'on a vraiment l'impression de boss fight. Dernière chose peut-être que je dirais, ce sont ces petites tuiles de compétences-là. Qu'est-ce qu'elles font, ces petites tuiles de compétences-là? Ben, je vais avoir certains objets là-dedans qui vont tout simplement y faire référence. Ils vont me dire, va te chercher la tuile Arcane Mastery. Fait que là, je vais mettre cette tuile-là proche de ma fiche, puis ça va me donner la compétence qui est dessus, jusqu'à temps que je perde l'objet qui me la donne. Et ça fait pas mal le tour de Death May Die. Donc, Death May Die, qu'est-ce que j'en pense? Ma revue finale. Non, t'as pas rêvé, la boîte n'est pas devenue blanche. Ça, c'est la boîte de c'est le cover de la boîte de la 2e saison. La première est tombée quelque part à terre là-bas. Donc, Death May Die, qu'est-ce que j'en pense? D'abord, comme d'habitude, au niveau des composantes, c'est un jeu qui est vraiment le fun au niveau des composantes. Premièrement, c'est du Command, du Simon. Donc, les composantes, tout est super. Les figurines sont super. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est classique de ce qu'ils font maintenant. C'est des belles composantes. Mais il y a quelque chose de le fun parce qu'elles sont spécifiques à chacun des scénarios. Il y a 6 scénarios dans la boîte de base. Les scénarios ont leur propre deck de cartes découvertes, ont leur propre deck de cartes Mythos, ils ont leur propre jetons. Il y a juste les jetons de points de vie, puis les jetons pour les portails, les jetons d'escalier qui sont communs à tous les scénarios. Tous les autres scénarios ont leur propre jeton. Fait que les jetons feu, c'est dans le premier scénario. Il y en a 2-3 dans le reste de la boîte, des fois qu'il y a un monstre qui enflamme dans d'autres scénarios, mais de façon générale, c'est juste dans le premier scénario. Les jetons Riley, c'est juste Cthulhu. Les jetons laboratoire, c'est juste le premier scénario.
puis ainsi de suite. Chaque scénario a ses propres caractéristiques. Fait que ça, c'est vraiment le fun, autant au niveau des composantes qu'au niveau du gameplay. Chaque partie va beaucoup se différencier comme ça. Fait que pour les composantes, tout est vraiment très positif et très original. Le plus gros défaut des composantes, c'est probablement les fiches. Parce que dans la version magasin du jeu, comme des jeux comme Terraforming Mars ou la vieille version d'Eclipse, les petits jetons qui sont ici vont partir dans tous les sens au fur et à mesure qu'on va avoir la partie. On va l'accrocher une fois, on va perdre 4 points de santé mentale, on va gagner 2 points de vie, on va gagner 3 de stress, nos pouvoirs vont tout changer de place. Ça se défait facilement. Dans la version Kickstarter, il y a des espèces de petits supports en plastique qui tiennent tout en place. C'est dommage que ça ne vienne pas dans la boîte de base. C'est un défaut qui revient souvent dans le cas de Simon. Mais bref, c'est peut-être le seul défaut un peu mineur. L'autre chose que moi j'aime un peu moins, c'est sur les cartes Discovery. J'aurais aimé qu'il y ait du visuel, comme vous l'avez vu sur la carte. Il y a du texte narratif dessus, mais il n'y a pas, tu sais, ici j'ai un beaker. Ça va être le fun d'avoir une image qui le représente. Ici, j'ai un Fire Extinguisher, Fire Axe. Ça n'aurait pas été si complexe dans l'espace beige de mettre un peu de visuel, mettre du art, comme on dit. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu décevant, mais c'est vraiment les seuls aspects négatifs. Les tuiles fonctionnent super bien, c'est le fun, ils n'ont pas nécessairement toutes des formes parfaitement droites et rectilignes. Comme ce sont plein de petites tuiles, il y a plein de possibilités pour construire des scénarios. Les plateaux sont jamais trop grands comme dans Zombicide par exemple où c'est gigantesque. Par contre, un autre petit défaut, des fois, comme les tuiles sont petites, des fois il y a beaucoup de monstres à l'intérieur, beaucoup de figurines à l'intérieur de la tuile, puis ils sont beaucoup trop remplis pour rien. Mais sinon, overall, au niveau de qualité, c'est un super jeu. J'aime beaucoup aussi comment les boîtes sont faites, comment les boîtes sont séparées. Fait qu'il y a vraiment une boîte avec un visuel spécifique dessus qui indique chacun des éléments qu'il y a à l'intérieur. Et les boîtes de monstres, c'est la même chose. Quand on l'ouvre, on a vraiment un support plastique, on a les cartes qui partent de partout, on a des supports pour mettre les jetons qui viennent à l'intérieur, fait que j'ai mon espace ici pour mettre mes jetons qui viennent en dedans, ici c'est le roi en jaune, j'ai des figurines qui viennent spécifiquement avec ce monstre-là pour ce scénario-là, fait que ça rend le classement, c'est un classement qui prend beaucoup d'espace, mais ça rend le classement beaucoup plus facile pour retrier les choses après. J'ai pas 300 000 petits paquets de cartes à aller chercher quand je commence un scénario. Je veux jouer avec le roi en jaune, je prends la boîte de roi en jaune. Tout ce que j'ai besoin pour jouer avec le roi en jaune est dans cette boîte-là. Je veux faire le scénario 2, je prends le scénario 2. Tout ce que j'ai besoin est à l'intérieur, je mélange ça, ça me fait un scénario pour la soirée, c'est super le fun. Au niveau du gameplay, j'ai vraiment adoré ça. C'est un de mes jeux préférés de Command. Probablement, j'arrête pas de changer de commande Simon, vous prenez ce que vous voudrez. C'est un de mes jeux préférés de cette compagnie-là, probablement avec The Seven Sins. The Other Seven Sins, que j'ai vraiment trippé aussi. La raison est simple, le gameplay est rapide, les tours ne sont pas longs, c'est simple à expliquer, c'est efficace à jouer, puis il y a un élément de prise de risque que j'aime beaucoup qui est commun aussi avec Seven Sins. Dans Seven Sins, c'était la corruption, là c'est la santé mentale. Mais les deux, il y a un effet de je veux descendre là-dedans, je veux en perdre pour gagner du pouvoir. Par contre, si j'en perds trop, je serai simplement éliminé. Fait qu'il y a ça avec lequel on doit jouer qui est super intéressant. Les scénarios aussi au niveau des mécaniques sont très différents les uns des autres. Fait que j'ai vraiment des objectifs différents. Même si j'ai toujours 4 actions qui sont communes d'un scénario à l'autre, j'ai des objectifs qui sont différents selon les 2 nouvelles actions. Fait que ça, c'est super le fun de changer d'un scénario à l'autre. Et si je prends un vilain, disons Cthulhu, que je mélange avec le scénario, ça crée une game. Mais si je prends Astur avec le scénario 1, ça crée une game différente. Cthulhu, scénario 2, c'est une game. Astur, scénario 2, c'est une game différente aussi. Donc, tout ça mélangé ensemble, c'est très agréable, c'est très le fun à jouer. On couple ça avec la qualité du matériel, la qualité du figurine. On a vraiment une très belle production. Moi, c'est quelque chose qui m'a pris par surprise. Ça s'explique bien. C'est beau, ça se joue bien, c'est très thématique, c'est très narratif, j'aime ça beaucoup. Au niveau thématique, il y a une chose qui dérange un peu, qui accroche un peu. Pour ceux qui ont écouté le podcast, vous le savez déjà, c'est la façon dont on traite la santé mentale. C'est pris très 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 à la légère, c'est tourné purement en mécanique de jeu. Ce n'est pas du tout abordé avec le sérieux que ça mériterait. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est tourné simplement de mécanique pour faire quelque chose qui est un peu thématique autour de ce trait spécifique de santé mentale-là, ce problème spécifique de santé mentale-là.
Ça fit dans un univers cthulhuien, Cthulhu-esque. Ça fit dans ce type d'univers-là, mais quand même, ça aurait pu être pris avec un peu plus de sérieux. Ça, soit dit en passant, c'est une super belle production. C'est un jeu qui est probablement dispendieux en magasin. J'ai pas regardé, moi j'ai la version Kickstarter, fait que j'ai beaucoup de trucs. Les extensions valent la peine parce qu'un boss qu'on achète à part, ça sera pas un scénario de plus, ça va être 6 scénarios de plus parce qu'ils se mélangent avec chacun des 6 scénarios de base pour créer une expérience différente. Fait que moi, c'est un jeu que je recommande vraiment beaucoup. J'ai vraiment trippé. Common m'avait pas surpris agréablement avec un jeu depuis un jeu comme celui-là depuis Seven Sins. Ça fait déjà maintenant quelques années. Fait que sur ce, j'espère que ça vous a éclairé sur le jeu Death May Die. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez laisser ça dans le bas de la page comme à l'habitude. Je vous invite évidemment à venir visiter nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Et vous pouvez nous supporter sur Patreon si vous voulez nous aider à produire du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, je vous dis ciao. À la prochaine.